Face à face, là où les différences créent le dialogue. Présenté par Yael Bernstein et Samuel Lévy. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Samuel Lévy. Bonsoir Yael Bernstein. Et merci de nous retrouver pour ce second épisode de Face à Face, donc cette nouvelle émission qu'on a créée ensemble, une émission dans laquelle on va recevoir ce soir Julien Dray. Je rappelle évidemment à nos auditeurs que tous ces entretiens sont disponibles en audio sur toutes vos plateformes d'écoute, sur tous les réseaux sociaux, évidemment sur le 101.3 FM le samedi soir à 21h, mais aussi en vidéo sur nos chaînes YouTube et sur nos pages Facebook, Instagram. Ce qui nous a poussé à inviter Julien Dray ce soir, c'est l'ambiance politique, sociale, cette tension en France vis-à-vis de la communauté juive, mais pas que, et dans la classe politique, mais aussi et surtout dans la rue. Samuel, pourquoi Julien Dray ? Vous savez, Yael, Julien Dray, c'est d'abord une figure familière. C'est un visage qu'on a vu pendant des décennies sur les plateaux, dans les débats et aussi dans les combats. Il incarne une gauche qu'on admire encore parfois, une gauche républicaine, sociale, libérale, universaliste. Une gauche qui n'a pas peur de dire les choses, même quand elles dérangent. Mais ce qui m'a poussé ce soir à inviter Julien Dray, ce n'est pas la nostalgie. C'est qu'en 2025, Julien Dray est devenu un homme qui se retrouve aujourd'hui à devoir défendre des idées qui, pour certaines, tombent sous le sens, contre l'antisémitisme, contre l'extrémisme, pour défendre Israël, mais dans un espace médiatique où la gauche elle-même ne veut plus l'écouter. Il est devenu, malgré lui, une parole exilée dans son propre camp, et cette situation m'interpelle. Du coup, je voulais l'entendre sans filtre et sans langue de bois, pour qu'il nous explique, qu'il nous raconte ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il pense de cette époque troublée pour Israël, pour les Juifs, pour la France, pour la République. Alors Julien Dray, c'est pas un homme parfait, il est complexe, souvent clivant, et c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de lui tendre notre micro ce soir. Bonsoir Julien Dray. Bonsoir. Bonsoir Julien, merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Alors vous êtes un homme politique français, vous êtes né en 55 à Oran en Algérie, vous êtes arrivé en France après l'indépendance et vous avez suivi des études de philosophie, vous avez milité trotskiste dans votre jeunesse, membre de l'organisation étudiante UNFID. En 81, et ça c'est évidemment une des figures principales pour lesquelles on se rappelle de vous, vous avez cofondé SOS Racisme. Vous avez rejoint le Parti socialiste et vous êtes devenu un des proches de Lionel Jospin, puis enfin député de l'Essonne jusqu'en 2012. Vous êtes connu pour vos prises de position sur les questions sociales et républicaines. Vous avez également été porte-parole du PS. Vous vous êtes retrouvé impliqué dans une affaire judiciaire en 2008 de laquelle vous avez été entièrement blanchi. Et vous vous êtes éloigné progressivement de la vie politique nationale depuis les années 2010, mais très actif dans les médias et dans la vie intellectuelle. Alors, Julien Dray, vous êtes une figure emblématique de la gauche française et pourtant cette gauche aujourd'hui semble vous marginaliser. Et qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est la gauche qui a rompu avec ses fondamentaux ou alors c'est peut-être votre personnalité ? Non, moi je pense que quand je me regarde dans la glace, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé par rapport à tous les combats que j'ai menés, par rapport à ce que je pense aujourd'hui et ce que je pensais hier. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai toujours raison, que ma vie politique est droite comme ligne. Elle a été aussi heurtée par les événements. Elle a aussi été appelée à prendre en considération les évolutions des choses. Mais il y a quelque chose de fondamental qui a changé. C'est qu'au sein de la gauche, ce courant qu'on croyait disparu depuis l'affaire Dreyfus, notamment, s'est installé d'abord marginalement et puis maintenant de manière centrale. Tout cela emmené par un personnage qui est au cœur de cette évolution, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a un courant antisémite qui s'est, disons, caché derrière le mot antisionisme, parce que, évidemment, au départ, c'était plus facile à l'aborder comme ça, mais qui aujourd'hui renoue avec tous les clichés de l'antisémitisme. Alors, dans la gauche, c'est pas nouveau. Il y a déjà eu de l'antisémitisme à gauche. Avant l'affaire Dreyfus, Zola, Jaurès, et même un peu Karl Marx n'étaient pas sur ces questions-là d'une grande clarté. Bon, mais grâce à l'affaire Dreyfus, puis grâce aussi, il faut être honnête, après à l'engagement des Juifs aux côtés de la révolution russe de 1917, et notamment de Léon Trotsky, la gauche était en première ligne du combat contre l'antisémitisme. Et la génération auquel j'ai appartenu, quand on s'est engagé au début des années 70, pour nous c'était impensable de ne pas être en première ligne dans la lutte contre l'antisémitisme et contre l'extrême droite qui à l'époque
incarner cet antisémitisme. Alors justement, puisque vous parlez de l'extrême droite, en tant que politicien de gauche avant tout, comment est-ce que vous expliquez cet agglutinement des partis de gauche vers le LFI, où se sont perdues les valeurs de gauche qui vous ressemblaient avant? Alors, d'abord, il y a une déception qui s'est installée de par l'exercice du pouvoir de la gauche, déception par rapport à ce qu'elle avait promis, ou à ce qu'elle avait laissé espérer et qu'elle n'a pas forcément tenu, ou même de réalisations sociales qu'elle a oublié de mettre en place comme elle aurait dû le mettre, ou parfois même de défendre son propre bilan. Voilà. Donc cette déception, elle a été canalisée progressivement sous une forme de radicalité qu'a exprimé Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était la gauche molle contre la gauche dure, voilà, si je peux me résumer. Et puis cette gauche dure que Jean-Luc Mélenchon a commencé à incarner au début des années 2010, il a opportunément, je dirais, fait évoluer vers de nouvelles cibles électorales. Et ces cibles électorales sont les populations notamment d'origine maghrébine, d'origine étrangère aussi, et dans un antisémitisme virulent. Voilà. Le tournant pour Mélenchon, j'ai écrit un livre, vous savez, qui s'appelle Qui est Mélenchon en France, et j'invite vos auditeurs à se le procurer. On peut l'acheter sur Amazon, parce que dans les librairies c'est difficile, puisqu'il est assez boycotté. Mais il est à quelles éditions, pour qu'on puisse le dire aux auditeurs? Alors c'est l'édition Plomb. Voilà. Audition, très bien. Il faut l'acheter sur Amazon, comme ça fait monter, et ça donne une leçon aux libraires qui ne veulent pas le mettre dans leur librairie. Vous allez vous faire des amis ce soir. Bon. Alors, vous disiez? Le tournant de Mélenchon, il est très clair, je le dis dans le livre, c'est d'ailleurs assez symptomatique, et je croyais que ça allait un peu marquer le débat politique, mais c'est passé quasiment inaperçu. Rappelez-vous, au début, Mélenchon, c'est le candidat anti-Le Pen. En 2012, c'est le meilleur candidat anti-Le Pen. Il se prétend même être capable de reconquérir l'électorat populaire qui a disparu de la gauche, qui s'est porté vers le Front National. Il va être candidat dans le Pas-de-Calais à Liévin pour défier Marine Le Pen, etc. et tout. Donc c'était toute une campagne. Il voulait être le vrai anti-fasciste, anti-machin, tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, il va progressivement se rendre compte que, premièrement, il n'arrive pas à reconquérir cet électorat, certainement parce que la radicalité dans laquelle il est n'est pas crédible et qui surtout, il n'aborde pas les questions essentielles qui sont portées par cet électorat populaire, qui est confronté notamment aux problèmes de montée de la violence, montée de la délinquance, au trafic de drogue, à la ghettoisation dans des cités de plus en plus difficiles à vivre, et que toutes ces questions-là, il ne les aborde pas, toujours avec ce vieux schéma qui est tout ça, c'est le discours de la droite. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité, il n'y a pas de problème d'immigration ou de maîtrise des flux migratoires, on est tous frères, voilà, etc., etc. Donc il n'arrive pas à parler à ces gens-là. Il parle même sur la question sociale, comme il ne traite pas ces questions-là. Il n'est pas audible sur les questions sociales. Pourtant, normalement, il devrait, au regard de son programme, être entendu, parce qu'il n'arrive pas à concilier ces deux choses-là. Et donc, il ne passe plus. Et la leçon pour lui, il la tire à partir de 2019, quand il échoue aux élections européennes et qu'il fait plus que 6%, alors qu'il avait fait presque 20% aux élections présidentielles. Et là, il va... sa dernière tentative de reconquérir cet électorat populaire, c'est au moment de ce qu'on a appelé en France le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, bien sûr. Voilà, très important, de gens modestes. Mais le mouvement du ras-le-bol des Français, les Français qui sortent dans la rue, qui crient. Et là, Jean-Luc Mélenchon, vous dites, s'est accroché à ce mouvement des Gilets jaunes pour pouvoir continuer, recommencer une espèce d'ascension alors qu'il était en chute libre. Oui, et surtout, il pense, moi, dans le livre, il me le dit, à l'époque, il pense qu'il va y avoir une forme de rencontre naturelle entre ce mouvement et lui. Donc il fait pas le travail d'aide de ce mouvement comme il aurait dû le faire, comme on le faisait quand on était jeune. Il les laisse se faire tirer comme des pigeons dans les manifestations, et il pense que tout ça va venir à lui. Et tout ça ne vient pas à lui. Et donc là, il se rend compte que ça marche pas. Et là, avec quelques conseillers autour de lui, il va commencer à regarder ce qui se passe dans les quartiers et la possibilité de substituer un prolétariat blanc traditionnel à un nouveau prolétariat qu'il appelle le prolétariat des quartiers, des jeunes des quartiers notamment, qu'il va beaucoup mettre en avant. Et il va, à partir de là, essayer notamment de trouver les thèmes qui portent par rapport à ce type de public-là, notamment la question de la police, du rapport à l'autorité, du rapport à l'ordre,
il va d'ailleurs tourner le dos à tout ce qu'il était. Parce qu'on va voir un homme qui, pendant des années, se construisait sur le discours de la République, de l'ordre républicain, désormais défendre le désordre chaotique. Alors, Julien Drey, vous êtes l'un des fondateurs d'SOS Racisme, je le rappelais dans mon préambule. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'avoir glissé à droite, notamment sous prétexte que vous défendez Israël aujourd'hui dans sa lutte contre le Hamas ? Je réponds que pendant des années, la gauche, elle défendait Israël, elle en vantait même l'existence en revendiquant, y compris les expériences des kibboutz, qu'on mettait en avant comme des exemples de fraternité, et on défendait Israël parce qu'on disait que c'est la seule démocratie de la région. Voilà. Le reste, on sait ce qu'il en est. Voilà. Donc pendant des années, la gauche, et moi la gauche de François Mitterrand, de Lionel Jospin aussi, mais notamment de François Mitterrand, ça se discutait pas, la défense de l'État d'Israël et son existence et sa sécurité. Voilà. Alors après, pendant longtemps, on a effectivement caressé l'idée qu'il y avait une possibilité de paix, notamment avec la création d'un État palestinien, etc. Voilà. Après, le problème de la gauche française, c'est qu'elle n'a rien compris à ce qui est en train de se passer à partir de 2000. À partir de 2000, alors que tout était en place pour la création d'un État palestinien, parce qu'Israël avait fait tous les pas nécessaires pour cela, la direction palestinienne emmenée par Yasser Arafat a refusé la possibilité de créer cet État, a fait les attentats aveugles dont on sait qu'ils sont les meilleurs éléments pour faire monter l'extrême droite radicale parce que la peur s'installe et qu'on veut se débarrasser de ces gens-là. Et voilà, ils ont tout fait. Voilà. C'est pour ça que dans la période actuelle, en ne condamnant pas les choix qu'a pris la direction palestinienne en passant sous le joug des forces islamistes, parce que c'est ça le fond de l'affaire, et en reprenant à son compte le vieux discours de 47 du grand moufti de Jérusalem et de tous ceux qui voulaient détruire l'État d'Israël, etc. Et là-dedans, et la gauche française, elle a fermé les yeux sur tout ça, et maintenant elle est dans le fantasme, c'est-à-dire elle est dans l'imagerie symbolique, elle pense que comment dire, le petit... L'idéal. Oui, elle est dans le fond, dans comment dire, la fabrication d'une image idéale. Oui. Un Dieu exploité qui est le même que celui qui enfermé à la prison à ciel ouvert à Gaza. Voilà. Et donc c'est le nouveau prolétariat, si je pourrais dire comme ça. Voilà. Et comment est-ce que vous... Excusez-moi, oui, continuez. Je finis. Le problème, c'est que le nouveau prolétariat, il est sous la tutelle et sous l'influence des forces islamistes. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'ensemble des Maghrébins en France se reconnaissent dans ces noyaux durs. Je pense même qu'une grande partie des Maghrébins n'ont rien à voir avec ces gens-là et sont plutôt en voie d'insertion et d'intégration. Il y a ce noyau massif, c'est pas quelques individus qui ont régné la terre et qui évidemment fait jonction avec ça, c'est le phénomène intellectualisé, issu des quartiers, qui est d'ailleurs souvent presque bourgeoise, mais qui s'est trouvé une cause. Qui avait peut-être un mal-être et qui s'est trouvé une cause à travers la défense de Gaza. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui, en France, ce rapprochement des Juifs de la France vers le RN ? On a le sentiment que la communauté juive de France ne se sent en sécurité aujourd'hui qu'au sein du Rassemblement national. Ça, c'est le grand basculement depuis le 7 octobre. Ouais. Habilement, dans son repositionnement et son évolution, Marine Le Pen, qui n'est pas Jean-Marine Le Pen, je l'avais déjà dit au début, ça m'avait valu un procès en sorcellerie par celui qui a dirigé le Parti Socialiste, c'est-à-dire Olivier Faure. J'avais dit attention, ne tirez pas un trait d'égalité, Marine Le Pen n'est pas une fasciste. Voilà. Le mot fasciste devient un mot valise, facile. On met tout le monde derrière le mot. On brandit le mot fasciste et on pense qu'on est de gauche parce qu'on a dit que les autres étaient fascistes. Je pense que ça se passe pas comme ça. Et donc vous faites une erreur. Il faut combattre Marine Le Pen sur ce qu'elle est, pas sur ce qu'on aimerait être, parce que c'est facile qu'elle soit ça. Voilà. Voilà. Et c'est une gauche qui est indigente intellectuellement. Indigente. Quand vous discutez aujourd'hui avec les jeunes qui descendent dans la rue, ils ne connaissent rien à l'histoire. La gauche auquel moi j'appartenais, elle aimait l'école. Elle revendiquait l'école. Elle lisait. Elle lisait. Elle revendiquait la formation en politique. On passait des heures dans les écoles de formation. Là, et ces gens-là, ils connaissent rien. Moi, j'ai discuté avec eux. Les trois quarts des choses qu'ils me racontaient, ils ne tenaient pas debout. Quoi. C'est comme Marine Tondelier m'explique que la Nakba, c'est
l'indépendance de l'État d'Israël, la Nakba, c'est la faute à Israël. J'ai cru comprendre qu'au point de départ, c'est les États arabes de la Ligue arabe qui voulaient détruire Israël. Et c'est pas Israël qui a créé la Nakba. Après, il y a eu la guerre, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, donc vous voyez, ça, il y va, il reprend à son compte ce discours. Ça veut dire qu'elle n'a même pas été à l'école. Ouais. Si vous deviez aujourd'hui parler justement à la jeunesse juive de gauche en France qui a le sentiment d'être abandonnée, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Que je suis là. C'est déjà pas mal. C'est quoi, vous êtes aujourd'hui le grand sauveur de la gauche, Julien Drey? D'abord, il y a une échéance qui va être importante dans quelques jours. Le Parti socialiste qui a basculé, alors que normalement c'est lui qui aurait dû être le rempart, qui aurait dû être honnête de la gestion trop libérale du pays par François Hollande et en tirer des conséquences dans la fabrication d'un nouveau programme réformiste mais de qualité, ce qu'il n'a pas fait. Il a je dirais, basculé pour sauver quelques postes, pour sauver son âme, ou ses âmes, ou ses postes plutôt d'ailleurs. Il a basculé dans une alliance sordide avec Jean-Luc Mélenchon, une alliance totalement mercantile, cynique, pour sauver quelques postes, au lieu de faire ce travail de refondation, et donc d'être une digue et un barrage, et d'être en première ligne aujourd'hui, notamment dans la défense du droit du peuple palestinien à avoir un État, y compris contre ceux qui, aujourd'hui, pourraient tenter de dire on éradique, on purifie ou je ne sais pas quoi, mais en même temps, en disant, il y a une chose qui est clé, la sécurité de l'État d'Israël n'est pas discutable, et le 7 octobre est une catastrophe par rapport à ce combat pour le droit du peuple palestinien, parce qu'il enferme le peuple palestinien dans la plus sordide des situations. Vous, votre rapport avec Israël, pas seulement votre engagement, mais votre connexion personnelle, c'est quoi? D'abord, elle est familiale. Mmh. J'ai une partie qui a fait l'Alia, qui vit en Israël, voilà, et que dans mon éducation, mon père et ma mère, qui étaient des instituteurs socialistes, oui, il y avait quand même un attachement à Israël. Je veux dire, je me souviens en 73, de la terreur qui régnait à la maison, le transistor allumé, les télévisions, ce jour de Kippour où, au lieu de faire la fête, on se demandait ce qui allait se passer. Et donc, ça nous a marqué. Donc, moi, mon rapport avec Israël, il est pas religieux, il est affectif. Et puis, mon identité de juif, elle s'est construite dans la confrontation avec la société. Et, moi, j'aime pas la phrase de Jean-Paul Sartre, on est juif dans le regard des autres. Non, on est juif parce qu'on est juif, pas parce que comme ça. Mais moi, je me sens profondément lié à l'histoire du peuple juif à travers tout ce qu'il a vécu. Et puis, je dirais, ça c'est une petite anecdote que je raconte aussi dans mon livre, je dirais que je suis encore plus juif quand j'ai parcouru le parcours, par exemple, de quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré quand j'étais jeune et qui était Léon Trotsky. Parce que Léon Trotsky était un antisioniste total au début du XXe siècle. À la fin de sa vie, dans la fin des années 30, dit, de toute manière, on en passera par la création d'un État juif et la Palestine est le bon endroit où ça pouvait se faire. Ouais. Et justement, puisque vous parlez de judaïsme, ce patrimoine juif, comment vous le faites passer? Comment vous essayez de le faire véhiculer à vos enfants, à votre famille peut-être? Après, moi, ma famille, elle est diverse, elle est multiple. Mais j'essaye de les éduquer d'abord de leur expliquer, de leur donner les clés pour comprendre ce qui se passe. Je dois dire que là, dans les événements récents, ma famille a été solide, quoi. Elle a, malgré les convictions des uns et des autres, elle ne doute pas une seule seconde de l'importance et de l'existence de l'État d'Israël. Après, j'en peux en avoir qui soient plus sensibles à la cause palestinienne, d'autres qui soient, voilà, mais bon, on discute, on apprend, et on essaye de s'inscrire dans une longue histoire. Voilà. Je pense que ce qui est important, dans une longue histoire, dans une tradition, et dans cette longue histoire, il y a des repères. La Shoah en est un. Justement, j'ai l'impression que dans les personnes de votre génération qui ont grandi après la guerre, pour qui le sentiment d'être juif était, on va dire, secondaire, en tout cas, ils ne faisaient jamais part de leur judéité. Aujourd'hui, avec le 7 octobre, c'est quelque chose qui leur a, on va dire, explosé au visage, et aujourd'hui, ils ne sont plus que jamais juifs avant tout. C'est quelque chose aussi que vous ressentez et que vous voyez auprès de vos amis, de vos collègues? Oui, parce que, si vous voulez, moi, je l'ai dit d'ailleurs, le 7 octobre, dans une discussion que j'avais avec William Goldnadel, il disait j'ai pris 10 ans, et moi j'ai dit j'ai pris 5000 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que le 7 octobre, il nous a obligatoirement les uns et les autres rattachés à cette longue histoire
de ce qu'ont été les persécutions, les pogroms, les destructions. Il nous a inscrits dans cette histoire-là. Et on ne pouvait pas s'en sortir ou s'en extraire. On a pensé à un moment donné qu'on pouvait le dépasser. C'était au début des années 70, parce qu'on pensait qu'on était dans la perspective d'un nouveau monde généreux, etc. Mais tout doucement, et le 7 octobre est une gifle, un coup de poing même, on s'est rendu compte que bien des choses n'avaient pas été effacées. Et que quand on disait plus jamais ça, malheureusement, le plus jamais ça, il était peut-être, je dirais, une espérance, mais que malheureusement, elle était aussi appuyée sur une réalité, c'est que derrière le discours sur l'antisionisme, le discours était vraiment un discours antisémite. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'évolution du discours de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, je l'avais noté un peu dans le livre, mais j'ai pas assez eu le temps de travailler ça. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui est d'ailleurs un paradoxe de la vie, c'est que en fait, il se réconcilie avec une partie de lui-même. Parce que quand il a été gosse, il était très pratiquant catholique et de cette église qui, notamment en Algérie, au Maroc, n'était pas forcément une église très progressiste à l'égard des Juifs. Voilà. Donc, vous savez, ce réveil dont vous parlez, ce moment où tout le monde s'est senti tout d'un coup très, 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 très juif après le 7 octobre, ou d'autres à moindre échelle, évidemment, l'ont ressenti lorsque Le Pen, le père, est passé pour la première fois au second tour, alors qu'il y avait énormément de Français de diaspora, dont je fais partie, et je l'avoue, qui se sont à ce moment-là réveillés et qui sont allés voter au second tour en disant on pensait qu'on n'avait pas vraiment une grande influence ou que ça ne nous concernait pas, jusqu'au jour où on a eu ce moment de sursaut, de réveil, où on a vu Jean-Marie Le Pen passer pour la première fois au second tour, et j'ai vraiment le sentiment de reconnaître ce sursaut, cette espèce de claque dans le visage. Alors comme je l'ai dit, c'est à moindre échelle parce que on peut rien comparer quasiment au 7 octobre, mais c'est une réflexion que j'ai eue quand j'entendais vos propos, dans le sens où bien évidemment aujourd'hui on se demande quelles seront encore les étapes qu'on va devoir subir, qu'on va devoir franchir pour qu'on essaye de se renormaliser dans nos têtes. Vous en pensez quoi? D'abord, je pense que malheureusement une partie des choses elles sont aussi liées à l'évolution de la situation en Israël. Moi, je me suis interdit de prendre position de manière publique contre le gouvernement israélien, parce que j'estime que c'est pas à moi de le faire, c'est à ceux qui vivent en Israël de le dire s'ils ont des désaccords, et que moi je ne peux que soutenir cela. C'est pas moi qui vais donner des leçons à ceux qui sont sous les bombes et qui perdent leurs enfants. Voilà, je m'interdis ce droit-là, de bonne conscience facile. Je pense que la situation est difficile, mais c'est vrai qu'on se pose des questions sur l'évolution du conflit et sur les perspectives de l'après-conflit et sur certaines déclarations qui parfois nous interpellent, nous interrogent. Bon, donc je pense que l'évolution de la situation pour les Juifs, elle va aussi dépendre un peu de la manière dont les choses vont se mettre en place, même si sur le fond, je reste plutôt optimiste sur l'avenir. Pas à court terme, mais à moyen et long terme, je reste plutôt optimiste. Ah bah alors, avant qu'on en arrive à la conclusion, parce qu'on aime toujours les terminer, mais on est loin d'avoir terminé, parlez-nous de cet optimisme, parce que déjà, c'est quelque chose de plutôt positif. On aime bien entendre ça dans un endroit où, en général, vous savez, je vous apprends rien, les informations, en général, sont toujours négatives. Comment se fait? Est-ce que moi, vous entendez parler tout à l'heure, et je voyais les mouvements de jeunesse qui sont de gauche, que ce soit le Bnei Brit, que ce soit le Dror ou que ce soit Shomer Hatzair, c'est des mouvements qui sont vraiment identifiés avec la gauche et qui ont quand même des messages qui sont véhiculés pour être très libéraux et qui ne sont pas agressifs ou qui font beaucoup moins peur. Alors, moi je pense qu'il y a une partie de la jeunesse juive qui doit, et j'étais d'accord de ce point de vue-là avec ceux qui l'ont dit à l'époque, qui doit réapprendre à se battre et à sortir notamment en France du confort du papa-maman. Ouais. Voilà. On a une jeunesse juive que j'ai vue, je dirais ma propre famille, c'est ça, où on s'est tellement battu pour s'en sortir, pour favoriser l'ascension sociale de nos propres enfants, qui a vécu dans un confort. Et maintenant, elle découvre brutalement que ce confort, il peut être mis en péril. Et elle ne pourra, c'est pas en se réfugiant dans les bras de l'État français qu'elle pourra s'en sortir. C'est en première ligne du combat. Et je trouve qu'elle n'est alors, il y a beaucoup de jeunes qui le font, mais je trouve par exemple que ce que font les jeunes filles du collectif Nous Vivrons est exemplaire. Mais elles ne devraient pas être toutes seules. Il
devrait y avoir des milliers de jeunes juifs qui soient avec elle et qui les défendent et qui les voilà. Et je m'énerve des fois quand je vois ce que j'appelle les juifs de salon qui viennent pleurer, qui viennent m'interpeller en me disant comment est-ce qu'on a encore notre place en France. J'ai dit mais la place que vous avez en France, c'est celle que vous ferez en vous battant. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une grande partie de la population française qui ne veut pas de l'islamisme radical et qui, certes, n'est pas forcément d'accord avec Benjamin Netanyahou, mais défendra l'existence de l'État d'Israël jusqu'au bout. Et je trouve même que ce qui s'est passé à l'Eurovision est assez intéressant. Le pied de nez même vote des Espagnols au gouvernement espagnol est assez marrant, quoi. Ouais. Ça donne plutôt... Franchement, on regarde de la manière dont s'est préparé ce concours, on ne pouvait pas s'attendre à ça spontanément. Hein. Et c'est pas un vote truqué. J'étais encore en train de lire les commentaires de la direction de l'Eurovision qui dit le vote populaire, voilà, on a des dizaines de manières, parce que bon, je sais bien ce qu'ils sont en train de raconter, c'est que comme nous on a de l'argent, c'est ce que dit Rima Hassan, comme on avait le droit de voter 20 fois, bon, on a tous voté 20 fois, mais même en votant tous 20 fois, ça fait pas le score. D'abord parce qu'ils ont fait la même chose. J'oublie de dire qu'ils ont essayé. Moi, j'ai vu passer des dizaines de mails et de SMS qui disaient boycotter Israël, ne votez pas pour Israël, votez, voilà, bon voilà, donc ils ont fait la même campagne et la population, elle a été insensible à cette campagne. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis plutôt positif. Moi, je fais le bilan des manifestations pro-palestiniennes en France. Voilà. D'ailleurs, je dis pro-palestiniennes, ils sont pro-Hamas en fait. Parce que et surtout anti-israéliennes, et surtout, et c'est dans toute l'Europe. Et en étant pro-Hamas, ils sont antisémites. Bon, et voilà. Finalement, bon, il y a un peu de gens, oui, je ne vais pas dire qu'ils sont ridicules, mais ça n'a pas soulevé une masse. C'est une minorité agissante qui fait régner d'ailleurs une forme de terreur physique et quasi, qui n'est pas simplement une terreur intellectuelle, qui est une terreur physique. Et là-dessus, effectivement, on baisse la tête. Voilà, je vous ai tout à l'heure, je ne veux pas pas revenir là-dessus, mais quand même un peu. Moi, par exemple, j'ai des libraires, je n'ai pu signer aucun livre dans aucune librairie parce que tous les libraires avaient peur d'incidents. Parce qu'ils ont vu apparaître des groupes de militants de LFI qui leur disaient attention, si vous faites ça, on va venir, etc. C'est quand même incroyable ce que vous nous dites là, Julien Drey. La France, pays des droits de l'homme, de la liberté. Aujourd'hui, j'allais dire un intellectuel, un homme politique, parce qu'il est juif, parce qu'il ose dire son soutien à Israël, est interdit de librairie, interdit de... Oui, mais c'est la vérité. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la tête. Moi, j'ai fait ce livre justement pour montrer que Jean-Luc Mélenchon ne me faisait pas peur et que moi, je n'étais pas simplement en train de l'insulter. D'ailleurs, c'est un des reproches que je fais à mon ami Meir Habib. Je pense qu'il faut l'affronter sur le fond idéologique. Parce qu'il est faible idéologiquement, il est très faible. Au regard de ses engagements politiques, il est dans une trahison de ses engagements politiques. Et c'est ça qu'il faut lui démontrer. C'est ça qu'il faut dire. Il faut aller lui arracher, individu par individu, ce à qui il est en train de prendre la tête. Mais il faut se battre. Voilà. Et il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas se laisser faire. Alors moi, j'ai plus 20 ans, donc je ne sais plus organiser les services d'ordre comme je l'avais fait dans ma jeunesse, mais c'est aussi ça, de ne pas baisser la tête. Voilà. Aujourd'hui, je suis admiratif de ces jeunes filles qui ont osé aller défier dans les manifestations tous les gros bras de l'extrême gauche, et elles ont tout bon. Et c'est formidable ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, justement, comme vous dites qu'il faut être sur le combat, est-ce que vous pensez des fois, le matin, pas seulement en vous rasant, mais justement à remettre les gants et aller vous présenter à une élection ? Alors, on me présente à une élection, je pense pas, j'en ai un peu marre. Mais de temps en temps, je peste contre le diabète et contre mes genoux qui vont pas. Parce que, effectivement, si j'avais un peu plus de temps, j'aurais transmis aussi ce savoir-faire de comment on se... Vous savez, dans le temps, moi, je me battais, on s'est même battu entre nous avec le bêtard. Mais quand on disait le bêtard, tout le monde avait peur. Voilà. Alors, avait peur et alors... Avec le bêtard, la relation était conflictuelle. Des fois, on était ensemble contre les fascistes. Puis des fois, on se mettait quelques baffes. Mais honnêtement, quand on s'est mis des baffes avec le bêtard, on n'a pas rigolé. Et on avait compris que ce n'était pas la peine d'aller les chercher. Vous parliez d'optimisme tout à l'heure et je vous ai relancé là-dessus. Je n'ai pas eu une réponse qui nous a enchantés. Alors, je vais vous dire. Donc, je vais revenir. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je me suis un peu égaré. Je suis optimiste parce que je considère que les peuples européens, sur le fond, sont attachés à la culture des droits de l'homme, sont attachés à l'idéal démocratique et que à chaque étape, quand ils ont des rendez-vous difficiles, ils sont là. Je regarde ce qui s'est passé en Roumanie. Moi, ça m'intéresse le vote du peuple roumain. Tout le monde pensait qu'il allait basculer vers l'extrême droite, etc., pro-Poutine, tout ce que vous voulez. Et bien, quand il a été confronté à ça, il a massivement voté. Et je pense qu'en France, c'est la même chose. Voilà. Je pense que le fond de la société française, il n'est pas
il n'est pas du tout aujourd'hui derrière toutes ces minorités agissantes. Par contre, oui, il n'y a pas assez d'affrontements intellectuels et aussi militants, je dirais. Voilà, on se laisse trop dans les facultés dominer par ces gens-là. On ne se fait pas respecter. On ne fait pas respecter la loi. Et là, on a tort. Voilà. Vous, juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'engagement justement des jeunes juifs en France que vous trouvez pas assez, en tout cas, combatifs. Moi, j'ai été très frappé au lendemain du 7 octobre. Tous ceux qui sont venus se manifester pour aider, pour donner un coup de main, pour envoyer des colis, pour apporter leur soutien, c'était plutôt des gens qui avaient, on va dire, à partir de la cinquantaine, et voire plus. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous là-dessus, on a vu très peu de jeunes, on va dire, sensibles, pas sensibles, bien sûr, tout le monde est insensible, mais en tout cas se manifester en se disant, tiens, on va descendre dans la rue, on va manifester, on va faire entendre notre voix, on va écrire des tribunes, on va participer au débat médiatique. Ils sont passés où? Ils ont peur aujourd'hui? Ils sont pas assez nombreux? Ils se sentent peut-être moins concernés? Ouais, non, alors, d'abord, la question du nombre, oui, je l'ai entendu, ça. On est minoritaire, on est petit, etc. Oui, et alors? C'est pas parce qu'on est minoritaire et petit qu'on ne peut pas se défendre. Et en général, c'est quand on est minoritaire et petit qu'on doit le mieux se défendre. Voilà. Et se faire respecter. Bon, on peut avoir des moments difficiles dans cette bataille-là, mais c'est pas grave. Au regard de tous les risques et de tout ce qu'a subi le peuple juif, on peut accepter aussi, de temps en temps, nous-mêmes, de prendre un peu de risque là-dedans. Moi, je pense qu'il y a, si vous me permettez cette expression, il y a un peu d'embourgeoisement d'une jeunesse dorée qui a cru qu'il y avait un rapport avec l'État d'Israël qui était plus lié à la plage et aux vacances et aux sorties qu'à l'engagement militant. Voilà. Et puis le fait ils pensaient qu'en allant en vacances tous les étés sur les plages d'Israël, ils soutenaient l'État d'Israël. Alors certes, ils soutenaient, mais ils soutenaient eux-mêmes un peu trop même. Et donc oui, vous avez raison. Et les familles aussi ont un peu trop surprotégé leurs enfants. Combien moi j'ai entendu de gens me dire oui, je dis à mon fils de pas aller là, de pas sortir, de pas non, au contraire, c'est l'inverse. Moi, je dis à mon fils, à ma belle-fille, autour de moi, je dis vous êtes ce que vous êtes et vous vous laissez pas faire. Voilà. Deux petites choses, juste quand vous parlez qu'il faut moins protéger les enfants, mais quand vous rappeliez justement les bagarres que vous aviez avec, par exemple, non, il faut protéger les enfants, mais il faut Serge Clarfeld a dit cette phrase qui moi je trouve était juste. Il a dit il faut apprendre à se battre. Je veux dire, quand il y a eu la montée des pogroms en Pologne, quand naissent les pogroms en Pologne, quelle est la seule organisation qui va résister aux chemises noires? Alors elle va résister dans le sang, hein, mais qui va résister. D'ailleurs, Léon Trotsky, dans ses textes, explique qu'en 1905, que pour défendre le soviet de Petrograd, heureusement qu'il y avait le Bund. Et heureusement, il y avait les milices du Bund qui étaient là. Bon, je comprends tout à fait, mais vous êtes au courant qu'aujourd'hui, les bagarres de rue qu'il y avait à l'époque, on va dire après mai 68, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, ça se tire à coups de mortier, c'est des armes, c'est des armes blanches. Aujourd'hui, on voit des jeunes Français tués tous les 3 jours par des coups de couteau dans les écoles. Alors, je comprends quand on est jeune, alors peut-être qu'on peut... Excusez-moi 30 secondes. Et les jeunes soldats qui vont à Gaza, ils sont armés. Mais d'accord. Et alors en l'occurrence, j'entends ce que Samuel dit, mais ce que vous dites effectivement... Non, je ne suis pas d'accord. Si vous permettez, je suis pas d'accord. Allez-y. J'ai organisé des groupes, j'ai organisé des concerts, il fallait les protéger, j'ai organisé des manifestations, il fallait les protéger. Je sais ce que c'est que l'organisation d'un service d'ordre dynamique. Vous savez, il y avait un truc qui s'appelait dans les années 80 l'OJD. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils savaient se faire respecter. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas avoir peur des armes blanches, des mortiers, des machins, etc. et tout. Il faut simplement, nous, on ne va pas utiliser des armes blanches, des mortiers. On va utiliser la force du nombre et de la détermination. Ça se joue dans la tête, ça. Ça se joue dans la tête, d'abord. C'est ça, ce que je voulais dire, c'est que d'un côté j'entends ce que Samuel dit, je ne sais pas de quelle manière moi j'aurais réagi si j'avais 4 enfants en France, à Paris aujourd'hui, et qu'ils manifestaient autant que moi j'ai manifesté de mes 15 jusqu'à mes 18 ans à l'époque de l'Alia. Excusez-moi, elles ont eu un encouragement, ces jeunes filles. Ah mais je suis entièrement d'accord, le collectif des femmes et des jeunes filles, effectivement. Elles ont été encore dernièrement dans les meetings. Voilà, mais on devrait être très nombreux à faire ça. Au lieu qu'elles soient quelques dizaines, il devrait y avoir des centaines. Mais s'il y avait des centaines déjà dans les facultés, ça changerait les choses. Vous savez, il y a 3-4 endroits. J'entends ce que vous dites. Il y a 3 ou 4 endroits où il faudrait, je ne vais pas trop développer, il y a 3 ou 4 endroits
où il faut venir en masse, être là. Et je peux vous dire qu'à Sciences Po, par exemple, il ne la ramènerait pas tous les jours comme il la ramène. Alors Julien Drey, depuis le 7 octobre 2023, des milliers de juifs français ont franchi le pas de l'ALIA. Pour vous, c'est une réponse à une peur immédiate ou alors c'est le constat de l'échec du vivre ensemble, vous qui connaissez si bien les banlieues? Bon, je pense qu'il y a les deux. Il y a d'abord, il y a effectivement, il y a peut-être la volonté d'un retour aux sources. On s'est tous dit que quelque part, Israël était redevenu une question centrale de notre vie. Bon, donc peut-être qu'un certain nombre de familles ont voulu mettre en adéquation ce sentiment avec leur existence quotidienne et donc en faire l'ALIA. Ça, c'est moi, ma judaïté, je l'ai toujours vécue de manière universaliste. Voilà. Ça veut dire que je défends l'État d'Israël, mais j'ai toujours considéré que le judaïsme était d'abord universaliste parce que la spécificité du peuple juif, c'est qu'il parle au monde. Parce qu'il parle droit et parle juste. Voilà. Et que c'est le peuple de l'écrit. Voilà. Mais c'est en ce sens-là qu'il y a une spécificité du peuple juif aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il est haï. Parce qu'il défend des valeurs qui sont des valeurs universalistes. Voilà. Donc, je trouve d'ailleurs que moi, j'écoute sans arrêt cette chanson d'Herbert Pagani. Vous savez, Plaidoyer pour ma terre. Voilà, Plaidoyer pour ma terre. Je trouve qu'elle est magnifique. Voilà. Elle est jamais sortie elle est toujours d'actualité. Hein. Peu importe la période à laquelle on écoute ce texte, c'est toujours d'actualité. Et là, je trouve c'est un merveilleux texte qui a été écrit d'ailleurs bien avant tout ce qui s'est passé. Mais bien sûr. C'est dans ce sens-là qu'il avait parfaitement anticipé les évolutions des choses. Voilà. Et moi, je me retrouve dans son cri du cœur à la fin, quand il s'adresse en disant « Je suis juif ». Tant qu'il y aura l'antisémitisme, tant que machin, après, je choisirai mes amis. Mais pour l'instant, mes amis, c'est d'abord ceux avec qui je suis, et c'est la défense de l'État d'Israël. Voilà. Voilà, donc oui, il y a eu certainement des gens qui ont voulu aller en Israël, il y en a d'autres qui ne savent pas où aller, qui se posent des questions, et puis je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont attachés à la société française, et qu'ils ont intérêt à rester. Parce que alors justement, les juifs de diaspora ont leur place en France, mais c'est quoi leur rôle selon vous? C'est de s'engager, c'est pas de se replier sur toi, c'est pas d'aller vivre à Neuilly dans le 16e et penser que là, on est entre nous, voilà. C'est de s'engager, de consacrer du temps à l'action. On n'est pas juif simplement devant la télévision ou entre copains le samedi soir. On est juif au quotidien, voilà. Et quand on est juif au quotidien, eh ben on prend des risques, parce que être juif, c'est prendre des risques. Alors Herbert Pagani, puisque vous en parliez, disait « Je pense donc je suis ». Ça ne veut rien dire, je me défends donc je suis. C'est votre leitmotiv? Oui, c'est mon leitmotiv. C'est pour ça que je dis, je la réécoute régulièrement. Évidemment. Alors, vous savez, j'ai une petite dame qui a une petite librairie rue de Bourgogne. Ouais. Et cette dame, elle n'est pas juive, mais elle me connaît depuis très longtemps parce qu'elle m'a vu comme député. Donc quand j'ai sorti le livre, elle m'a dit « Ah, formidable !» Elle l'a lu, elle m'a dit « Je suis vraiment ravi, j'ai retrouvé le Julien que j'aimais, etc. » Bon, je vous passe les détails. Et elle a mis le livre en vente dans la librairie. Elle a eu 4 visites de jeunes, venus certainement de Sciences Po ou d'alentour, lui disant « Il faut enlever ce livre, sinon la vitrine, on va la casser. » Elle leur a dit « Allez-y, cassez la vitrine. Allez-y, je vous attends. » Ils ont arrêté et le livre il est resté en vitrine. Vous parlez justement de la défense des Juifs en France. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les institutions juives font leur travail, et est-ce qu'ils font leur travail comme il faut vis-à-vis du gouvernement, hein? Je parle du CRIF et d'autres institutions. Non, moi je pense que, écoutez, moi j'ai beaucoup d'affection pour Jonathan, que j'ai connu du CRIF, qui est d'une solidité, y compris se laisse pas emporter par les passions actuelles trop facilement. Voilà, je pense notamment ce qu'il a dit sur le Rassemblement national, les questions qu'il a posées. Bon, après le CRIF, c'est une somme d'associations. Derrière, il faut faire attention que les vraies associations de terrain soient défendues, protégées et qu'elles soient mises en avant. Et c'est pas que de l'institution, ça fait pas simplement d'aller dans les bureaux des ministres en costard cravate pour dire voilà, on représente la communauté, c'est formidable, on demande plus de protection, etc. Non, c'est d'aller sur le terrain, c'est de s'engager, c'est d'aller voilà. Vous leur reprochez à eux aussi de ne pas se battre assez, Pardon ? Vous leur reprochez à eux aussi de ne pas se battre assez? Non, les associations que je connais, il y a plusieurs associations qui se battent. Voilà, je pense que autour de ce que fait Arthur, de ce que se fait mon ami le publicitaire dont le nom m'échappe. Franck Tapiro. Tapiro.
merci. C'est avec le temps, vous voyez, il y a une petite difficulté sur les noms propres. Voilà. Ça, c'est une manifestation de la vieillesse, malheureusement. C'est remarquable, mais ils ne sont pas assez soutenus. Il n'y a pas assez de monde. Voilà. Vous disiez... Même mes propres enfants, hein, je leur fais le reproche aussi. Hein, vous voyez, je me l'adresse à moi-même. Et c'est pour ça que je peste contre mon âge et contre mon diabète. Voilà. Vous pestez contre votre diabète, contre votre âge. Vous nous avez parlé de vos problèmes de mémoire, desquels j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à les prendre au sérieux. Vous vous définissez vous-même comme un vieux monsieur de 70 ans. Ce sont vos mots à vous. Mais lorsque vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Oh, ça sert à rien. Moi, je me pose cette question-là souvent. J'ai pas dit quelque chose que vous auriez annulé, mais que vous auriez amélioré, quelque chose qui vous a marqué en vous disant j'ai pas de regret, mais j'aurais préféré faire ça mieux. Non, il y a deux choses qui me trottent dans la tête. Quand j'étais jeune, j'ai fait des études, pas que de philosophie, j'ai fait des études d'économie, j'ai fait presque un doctorat d'économie, etc. Voilà. Mais je me suis pas consacré comme je l'aurais dû à mes études, parce que je militais et parce que j'arrêtais pas de dire à mon père, mais papa, il n'y a pas besoin d'étudier, la révolution arrive, c'est notre monde, etc. Et mon père me répondait avec un petit sourire en coin, c'est pas Krivine qui va te donner à manger. Bon, et il n'avait pas totalement tort. Bon, après, j'ai fait de la politique, j'ai été député, etc. et tout, bon voilà. Mais il me disait, et c'est vrai, cette phrase m'énervait quand j'étais jeune, mais elle avait tout son sens, et là, aujourd'hui, pour moi, tout son sens, c'est qu'une chose qui se transmet pas dans la vie, c'est l'expérience. Donc peut-être qu'il y a des choses que j'aurais... il y a des choses que j'aurais pu faire autrement, voilà, sur le plan personnel. Après, sur le plan de l'engagement militant, bon, oui, j'ai dû faire des erreurs. Il y a des fois où j'ai été trop sectaire, ou trop dur, ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai jamais. Vous savez, quand je regarde dans la glace, moi, je sais que, à l'inverse de ceux qui donnent des leçons aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Olivier Faure donne la leçon aujourd'hui partout en disant moi, je suis un socialiste. Mais lui, il était au gouvernement. Il était social-libéral. Je ne l'ai pas vu démissionner et protester. Je ne l'ai pas vu me rejoindre dans les batailles que je menais à l'intérieur du Parti socialiste à l'époque. Donc c'est facile d'être gauchiste quand on est dans l'opposition et super droitier quand on est au gouvernement. Moi, j'ai jamais été ça. Vous n'avez jamais retourné votre veste. C'est d'ailleurs pour ça que certainement on ne m'a pas récompensé en me nommant au gouvernement, parce qu'on savait la forte tête que j'étais et que je n'aurais pas baissé la tête. Alors, la gauche israélienne n'arrive plus aujourd'hui à accéder au pouvoir depuis de nombreuses années. Benjamin Netanyahou est Premier ministre depuis plus de 16 ans en continu, si on prend vraiment la somme de tous ses mandats. Pas en continu, quand même. Enfin, il y a quand même eu un an et demi de... Non, mais si on prend la somme, vraiment de toutes les années où il règne sur le gouvernement israélien, on arrive à plus de 16 ans. Cette gauche israélienne, aujourd'hui, vous pensez qu'elle peut renaître de ses cendres, justement, depuis le 7 octobre ? Oui, je pense que la gauche israélienne, elle a été totalement perturbée, elle a été déstabilisée par la logique qu'a pris la direction palestinienne dans les années 2000. Parce que la gauche israélienne a porté les accords de Camp David, elle l'a porté. Elle a porté les accords de Tabac qu'avait préparé ma camarade Colette Avital à l'époque, qui n'ont jamais été validés par Yasser Arafat. Et au contraire, ils ont été validés par des attentats permettant d'ailleurs la défaite de la gauche israélienne et la victoire à nouveau de Netanyahou. Vous savez, j'ai entendu, moi, je le raconte dans le livre, j'ai entendu Yasser Arafat me dire qu'il préférait Netanyahou à Ehud Barak au gouvernement. Voilà. J'avais tout compris à ce moment-là. Hein. Et d'ailleurs, je l'avais raconté à François Hollande en disant, ce mec-là, je peux te le dire, il n'a pas envie de faire un État palestinien pour le peuple. Il a envie de rester une grande figure de la résistance. C'est plus facile et ça lui permet de gagner plus d'argent, certainement. Voilà. Voilà. Donc la gauche israélienne, elle a été déstabilisée par ça, je pense. Et évidemment, après, je pense que elle a été trop sociétale, la gauche israélienne. Voilà. Et pas assez sociale. Parce qu'en Israël, il y a des problèmes de répartition, il y a des problèmes de misère, et elle devrait être plus attentive à ces questions-là, et moins... Alors c'est comme la gauche française, hein. Elle a tout bon, moi j'ai beaucoup de respect pour le combat LGBT, pour le droit au respect des minorités, etc. Mais la question sociale, elle reste la question la plus importante. Et des sous-populaires, il y en a aussi en Israël, et c'est à ça aussi qu'il faut répondre. Aujourd'hui, vous croyez encore à la solution à deux États ? Ça va être difficile, mais je pense qu'il faut la maintenir. Ça va être difficile, il faut être honnête. D'abord parce que je pense qu'à juste titre, le peuple israélien aujourd'hui se dit, attendez, quelle est la garantie ? Voilà, quelle est la garantie ? Parce que moi j'adore tout ce que j'entends là en disant, on va reconnaître un État israélien, mais la première chose qu'on va demander palestinien, un État palestinien, mais la première chose que j'ai demandé
Mais est-ce que cet État, il met comme point numéro 1 la reconnaissance de l'État d'Israël et le droit à la paix pour Israël? Bon, si c'est pour reconnaître un État palestinien qui n'a qu'une idée en tête, c'est de creuser des tunnels pour envahir Israël, non, moi je ne reconnais pas un État palestinien comme ça. Désolé. J'ai l'impression que dans vos propos, c'est une guerre territoriale. Or, moi, je le vois plus comme une guerre aujourd'hui de religion. L'islam est jeune, conquérant et cherche à conquérir le monde d'une certaine façon. Et aujourd'hui, que ce soit... C'est pas pour un bout de territoire grand comme la bande de Gaza qu'aujourd'hui ils se battent. L'islamisme, vous voulez dire? Je ne fais pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Désolé. Ce sera un sujet duquel on débattra ensemble. Je ne fais pas de différence là-dessus. Donc pour moi, aujourd'hui, vous le voyez comment? Encore comme un combat de territoire ou comme un combat de religieux? Alors déjà, je suis en désaccord avec vous. Je fais une différence moi, entre l'islam et l'islamisme. Pourquoi? Parce que j'ai des dizaines de camarades qui sont musulmans et qui vivent en très bonne entente avec moi et en tant que juifs. Ok, mais il faut regarder les textes. Si on regarde les textes, si on regarde ce que disent les imams, ce qu'on regarde... Mais après, vous savez, les textes religieux, moi, je les laisse aux experts de la religion. Moi, je regarde la vie. La vie, c'est que je vois des dizaines... Vous voyez, je vais même vous dire une chose paradoxale. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est que contrairement à ce qu'on raconte, l'intégration en France, elle marche bien. Ah bon? Parce que vous avez aujourd'hui des centaines et des milliers de jeunes issus des quartiers populaires qui sont en train de réussir dans la vie, qui sont en train de former des familles, qui forment des mariages mixtes et qui ne retournent pas à la mosquée pour voiler leurs femmes. Voilà, pour être clair. Hein, et qui, au contraire, voilà. Alors, on peut leur reprocher, c'est le reproche que je leur fais souvent, de ne pas prendre la parole, de baisser la tête un peu, de se faire discret, parce qu'ils ne veulent pas se couper de leurs racines. Et voilà. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne les supportent plus. Voilà. Et justement, notre bataille à nous, c'est pour que tous ces gens-là se lèvent à un moment donné en leur disant « dehors ». Parce que c'est pas vrai que, si vous me parlez d'islam, le peuple iranien, c'est pas un peuple exemplaire. Le peuple algérien, quand il est descendu pour se battre contre la dictature et qu'on l'a laissé tout seul, c'était pas un peuple exemplaire. Voilà. Et pourtant, il y avait plein de musulmans. Donc, moi, réduire l'islam à l'islamisme, c'est ce que je cherche, justement. C'est pour ça qu'ils ont employé le mot islamophobie. C'est comme ça qu'ils l'ont inventé. C'est pour enrôler tous les musulmans derrière leur bannière. Mais c'est pas vrai. Alors, je ne suis pas un spécialiste ex-religieux et je ne suis pas non plus en train de fantasmer sur ce fameux islam des Lumières qu'aurait représenté le califat de Cordoue. C'est beaucoup plus complexe et j'ai lu là aussi des choses. Je ne fantasme pas, mais je pense qu'on peut être un bon musulman et qu'en étant un bon musulman, on peut avoir de bons amis juifs et on peut même admettre que sa fille ou son fils se marie avec un juif et que ce n'est pas une tare. Moi, j'ai le plaisir de travailler ici donc, au service public israélien où on a plusieurs chaînes de télévision, plusieurs stations de radio et j'entends tout à fait ce que vous dites. On cohabite tous ici et je tiens à le dire et à le répéter pour ceux qui ne le savent pas. On cohabite ici de manière absolument quotidienne et 24 heures sur 24 entre musulmans, chrétiens, juifs, religieux, LGBT, hétérosexuels, riches, pauvres, blancs, noirs. Et c'est très agréable de pouvoir vivre toute cette parcelle de la population israélienne au sein d'un lieu qui est censé représenter justement le service public israélien. Pour conclure, Julien Drey, où est-ce que vous serez, ou qui plutôt vous serez dans 10 ans? Oh, ça c'est le bon Dieu qui va décider, c'est pas moi. Vous dites que vous n'êtes pas un adepte des textes religieux, alors ne laissez pas au bon Dieu la réponse à cette question. Moi, je vais essayer d'être toujours fidèle à ce que j'ai été. Voilà. Et mon plaisir, ça serait de pouvoir me dire que dans 10 ans, eh bien, les gens comme vous, les plus jeunes, disent Drey, il n'a pas changé finalement. Il a toujours autant d'énergie et il continue toujours à se battre. Mais on évolue quand même, on a des projets, on a tout à l'heure vous nous avez parlé de votre famille. Est-ce que vous voulez vous détacher un petit peu, pas forcément de votre activité ni de vos engagements, mais est-ce que vous voulez vous rapprocher un petit peu plus des racines, être un peu plus proche de la famille? Est-ce que vous avez le rêve de faire un tour du monde en bateau ou est-ce que vous allez vous rebattre dans la rue et apprendre aux jeunes comment on prend les points pour aller manifester comme il faut? Le tour du monde en bateau, j'aurais dû le faire quand j'avais 40 ans. Je ne l'ai pas fait, là maintenant c'est trop tard. Parce que moi je suis un hypochondriaque, donc il me faut les bons médicaments, les bons médecins, etc. Et tout. Sinon je panique. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le monde, ça ne veut pas dire, mais bon, voilà. Non, je serai là où je suis aujourd'hui. Moi, mon travail pour moi essentiel, maintenant, c'est de transmettre. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Je vais en faire d'autres d'ailleurs. Et que j'essaye de monter des projets pour transmettre une expérience. Vous voyez, je vous ai dit la phrase de mon père, pour transmettre un savoir et pour à partir de là, créer la continuité.
Peut-être alors une école de formation pour les cadres de la communauté? Ça a été, vous voyez, ça fait partie des bonnes résolutions de l'après 7 octobre et qui n'ont pas été suivies des faits. C'est ça qui me désole un peu. Moi, j'avais dit à la direction de la communauté, je suis prêt à faire des écoles de formation, je suis prêt à consacrer du temps. On m'a dit oui. Et puis, mon numéro de téléphone n'a pas été utilisé. C'est dommage. Bon, en tout cas, le message est passé. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Merci. Merci beaucoup Julien Drey d'avoir accepté de répondre. C'est très agréable aussi. On espère vous retrouver très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt, j'espère. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Shalom. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Samuel? Alors, ce que je vais retenir de cet échange, c'est la voix d'un homme libre. Hein. Julien Drey, c'est libre de son histoire, libre de sa parole, comme on vient de l'entendre, et libre aussi de ses contradictions. C'est un homme de gauche qui refuse l'aveuglement d'une partie de son camp, un militant républicain qui a la France chevillée au corps, qui continue de croire en la France et de croire aussi à Israël, même quand c'est devenu difficile de le dire, comme il le disait. Lui qui ne peut plus aller signer ses propres livres dans les librairies où il est interdit de franchir le pas, ça paraît complètement fou. On a l'impression que c'est la France des années 30. Alors qu'on est aujourd'hui en 2025 et comme l'a rappelé Julien Drey, il y a le plus jamais ça. Ouais. Alors ce soir, on a parlé aussi d'inversion des valeurs et de ce combat qui se poursuit pour lui et pour beaucoup d'amis d'Israël dans la solitude. Alors peut-être justement, c'est ça le courage politique, c'est de voir comme on vient de l'entendre, de dire ce qu'il pense sans avoir peur de se mettre ses amis à dos. C'est difficile, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Parce que je suis... On n'est pas là pour être d'accord, exactement, on est là pour faire entendre des voix. Parce que je suis d'un autre bord politique que celui de Julien Drey. Mais en tout cas, je ne peux qu'être admiratif de son courage. Moi, ce que j'ai entendu, c'est un cri du cœur. J'ai entendu un homme qui a mal à ces Juifs de France. Vous savez, cette nouvelle expression depuis quelques années, j'ai mal à ma France, j'ai mal à ma France. Et bien lui, il a mal à ces Juifs de France. Et il dit, réveillez-vous. Moi, à votre âge, j'étais dans la rue en train de gueuler, j'avais pas peur et j'avais pas le choix que de me battre. Il dit, les Juifs de France ne peuvent plus se permettre d'être des Juifs de fauteuil. Vous avez entendu quand il a dit ça? C'est assez percutant, je trouve, comme phrase, avec ce reproche dans la voix en disant, mais si nous, on n'avait pas fait ça il y a 50 ans, il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui l'État d'Israël tel qu'il il a réussi à subsister encore aujourd'hui. Et il crie le manque d'engagement d'une jeunesse qui n'est à son goût pas encore assez assidue et qui aujourd'hui a besoin de récupérer les valeurs de l'urgence. Vous comprenez Oui, tout à fait, mais je le comprends et d'autant plus que je le partage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette génération, enfin la génération de Julien Drey, c'est une génération qui a connu l'après-Shoah. C'est une génération qui a connu la guerre de Kippour, c'est une génération qui a connu justement toutes ces différentes guerres ici en Israël et qui sait à quel point justement l'État d'Israël a été fragile au début de son existence. Or, pour la jeune génération, l'État d'Israël est vécu comme quelque chose de normal, de millénaire, qui ne disparaîtra jamais. Or, justement, si on ne se bat pas aujourd'hui, c'est ce qui peut nous arriver, et c'est aujourd'hui cette guerre dans laquelle nous avons été entraînés depuis le 7 octobre, nous rappelle à quel point c'est une guerre existentielle pour le peuple juif et pour Israël. Samuel Lévy, dans 15 jours, on va recevoir un autre profil singulier de la scène intellectuelle française et pas des moindres. Arnaud Klarsfeld sera avec nous dans 2 semaines, un rendez-vous qu'on donne dès à présent à nos auditeurs. On est ravis de le recevoir. Comme je l'ai dit, comme on l'a annoncé et promis à nos auditeurs, quand on fait entendre quelqu'un d'un côté de l'échiquier politique, le rendez-vous d'après sera toujours de l'autre côté politique. On a plein de choses, plein de questions qu'on a envie de poser à Arnaud Klarsfeld, surtout aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 3 juin. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les ondes de Cannes en français. Merci à vous, Samuel Lévy. Merci Yael Bernstein, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. À très bientôt.